Bonjour, bienvenue dans l'Observateur Éco. Le Maroc change, vite, mais pas partout au même rythme. Derrière les chiffres bruts de l'évolution démographique se cachent des contrastes marqués entre régions, métropoles en expansion et territoires en perte de vitesse. Pour décrypter ces mutations, nous recevons aujourd'hui M. David Guéry, géographe, chercheur à la Sorbonne et spécialiste des transformations territoriales. Monsieur Guéry, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, pour commencer, dans votre étude axée sur les transformations démographiques du Maroc, sur la période 2014-2024, vous parlez de disparités flagrantes derrière la croissance démographique globale. Quels sont les principaux contrastes que vous avez observés durant cette période? Oui, effectivement, si on regarde les chiffres bruts, on a une augmentation en 10 ans de 8,8% de la population marocaine. Et il y a donc une augmentation de 2,9 millions d'habitants, ce qui permet au Maroc d'atteindre la population de 36,8 millions d'habitants. Mais en fait, on observe une divergence territoriale extrêmement rapide. Il faut bien comprendre que l'essentiel de la croissance est porté par une minorité de communes, qui sont des communes qui vont connaître une augmentation extrêmement rapide de leur population, qui sont souvent des communes urbaines, Mhm. proches des grandes métropoles, comme Beni Makada à Tanger, Oui. comme Darboisa à Casablanca. Et ces communes vont porter à elles seules l'essentiel de la croissance démographique. Pourquoi? Parce que ce sont les communes qui ont bénéficié des grands investissements récents Mhm. le long des infrastructures routières et qui vont concentrer infrastructures, industrie, mais aussi nouveaux logements. D'un autre côté, on va s'apercevoir que les petites communes perdent de la population. Et il faut comprendre que 84% des communes de moins de 5000 habitants Mhm. sont en déclin démographique. Et en fait, ces communes-là, elles, sont lourdement impactées par le réchauffement climatique. Cette divergence, les jeunes la résument avec une expression. Ils Mhm. disent, en fait, au Maroc, il y a deux équipes, deux teams. Oui. Il y a la team Morocco, Mhm. celle qui est connectée à l'internationalisation, aux investissements étrangers, qui est celle qui va porter la croissance économique et concentrer la nouvelle population. Et puis il y a la team El Maghreb, celle qui va souffrir du réchauffement climatique et qui va connaître un fort ralentissement de son activité économique. Est-ce qu'on peut parler d'un Maroc à deux vitesses sur le plan démographique ou bien la question est désormais plus complexe que ça? Alors, on a au niveau démographique, dans le comportement des ménages, désormais une très forte convergence. C'est-à-dire que les ménages urbains et les ménages ruraux ont un Mhm. même horizon d'attente. D'accord. On s'aperçoit que quand on prend donc l'indice synthétique de fécondité, Mhm. il est de 1,77 donc en ville et de 2,37 dans les campagnes. Et en fait, que ce soit des ménages des villes ou des ménages des campagnes, Mhm. l'idéal de ces ménages est d'avoir peu d'enfants, deux ou trois maximum, Oui. dans lesquels on va espérer pouvoir les accompagner pour qu'ils fassent des études, qu'ils puissent intégrer justement les emplois de qualité D'accord. que l'on va avoir dans les grandes Mhm. entreprises et notamment les grandes entreprises internationales. Donc, ce n'est pas tant le comportement démographique qui est à deux vitesses, mais plutôt la configuration dans laquelle se trouvent les communes urbaines où se concentrent les investissements, qui vont avoir une très forte croissance et où il va y avoir en fait une forte migration dans le cadre d'une recherche d'emploi, Oui. et puis des communes qui, elles, sont beaucoup plus rurales, où il y a très très peu d'opportunités et qui amènent à un exode rural. Donc justement, vous avez souligné que la croissance est concentrée dans une poignée de communes. Déjà, qu'est-ce qui explique le dynamisme des villes comme Darboza ou encore Bouskoura ou autres? Alors, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, Mhm. c'est l'internationalisation de l'économie marocaine. D'accord. Si vous prenez l'axe entre Tanger et El Jadida, Mhm. il va avoir une croissance démographique deux fois plus rapide que le reste du territoire. D'accord. Et en fait, vous observez le long de l'autoroute A5 et A1, en fait, la concentration des nouvelles zones industrielles et donc, à ce moment-là, des opportunités d'emploi. Et il faut comprendre que les grandes entreprises marocaines, elles sont encore plus concentrées que la population. Mhm. Et la moitié d'entre elles vont se retrouver à proximité de Tanger et à proximité de Casablanca.
Ensuite, le deuxième phénomène, ce sont les choix récents des politiques publiques concernant la lutte contre l'habitat Oui. insalubre et les logements sociaux. Mhm. Et en fait, il y a eu donc une lutte contre l'habitat insalubre dans les quartiers historiques des grandes villes Oui. qui ont été accompagnés de développement de lotissements dans Mhm. ces nouvelles villes qui sont des villes périphériques. Et quand on additionne ces deux phénomènes, eh bien, à ce moment-là, on observe une très forte croissance de ces villes qui vont plus que doubler sur la période des 10 dernières années. D'accord. Et à l'inverse, comment comprendre le déclin démographique des régions entières, comme l'orientale ou encore les zones montagneuses? Est-ce une tendance irréversible? Alors, le déclin démographique de l'oriental s'explique par le fait que l'oriental se trouve aujourd'hui à l'écart des investissements internationaux, à l'exception de quelques communes à Mhm. proximité de Nador. Mais si on prend Oujda, du fait de la fermeture de la frontière avec l'Algérie et de la fin des échanges de proximité, la ville d'Oujda a une croissance démographique extrêmement faible. Mhm. Et elle n'arrive pas à entraîner économiquement le reste du territoire. Par ailleurs, l'oriental subit aussi les effets de la sécheresse. Mhm. Et à partir de là, les activités agricoles ne vont pas amener à création d'emplois. Et cet effet de la sécheresse et du réchauffement climatique qui va toucher beaucoup de régions qui avaient encore une activité agricole pluviale, Oui. familiale, Mhm. que l'on allait retrouver de Souss-Massa, de Marrakech-Safi à Beni Mellel, Renifra, eh bien, en fait, elle va perdre ses opportunités. Et on le voit de façon très importante parce que le recensement sur lesquels on s'appuie pour ces données a été mené en septembre 2024. Et en fait, dans la déclaration par rapport à l'activité et au taux de chômage, eh bien, on a une inversion qui est particulièrement frappante, c'est que le taux d'activité dans les communes rurales est plus faible que dans les communes Mhm. urbaines, et le taux de chômage dans les communes rurales est plus élevé que dans les communes urbaines. Parce que toutes ces familles, en fait, n'avaient aucune opportunité de travail du fait de la sécheresse, du fait du déclin de l'agriculture familiale pluviale. Et de ce fait-là, eh bien, en fait, du fait que vous n'ayez pas de couvert végétal, une expression qui a été soulevée dans une enquête qu'on a menée à Arba Sahel, donc à côté de Tiznit, dans la région de Souss-Massa, les jeunes nous disaient, avec la sécheresse, l'herbe a disparu. Puis après l'herbe, ce sont les animaux qui ont disparu. Et à la fin, ce sont nos pères, nos frères qui ont disparu, puis des familles entières qui sont parties. Et ça, c'est un phénomène qui va toucher de très nombreuses communes rurales, avec les pertes démographiques les plus fortes qu'on observe sur les 10 années, c'est entre Agadir et Essaouira, Mhm. dans Ida Outanan, mais aussi dans l'anti-Atlas, autour de Tafraout, où là, on voit des communes qui perdent plus de 30% de leur population. Ah oui, carrément. Et quand on observe le taux d'activité dans ces communes en 2024, il est extrêmement faible. Il est inférieur parfois à 20%. Et donc, c'est le cas dans tout le monde rural ou c'est juste des communes bien spécifiques qui sont concernées par ce phénomène? Alors, le monde rural, il faut comprendre que c'est une catégorie administrative. D'accord. Donc, il faut regarder plutôt quelle est la relation entre ce monde rural et les villes. Parce que forcément, si vous prenez une commune rurale qui est à quelques kilomètres d'une grande commune urbaine, donc si vous prenez par exemple Aïtamira, Mhm. qui est à proximité d'Agadir, Oui. eh bien, vous allez avoir une commune rurale qui va recevoir des investissements importants et qui va prendre une morphologie Donc, urbaine, c'est la connexion la entre... connexion du fait de la Ils proximité. Et profitent. donc, vous allez avoir des communes rurales qui dépassent les 100 000 habitants Mhm. parce que tout simplement, elles sont des lieux où vont être justement installées les nouvelles activités industrielles, les nouveaux logements. Il faut plutôt regarder par rapport à la taille. Si vous prenez en fait les communes rurales les plus petites, qui sont Mhm. souvent les plus éloignées des grandes villes, Oui. elles vont connaître un déclin démographique. Et donc, on voit très clairement un seuil pour les moins de 10 000 habitants, où là, il y a un déclin démographique important parce qu'il y a très peu d'opportunités qui sont ouvertes aux habitants. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi, il y a la difficulté à créer d'autres activités que l'activité agricole historique. Et puis, dans les choix des grandes politiques publiques
qui sont par exemple menées avec le plan Maroc Vert, on a privilégié le revenu des ménages agricoles. Oui. Or, privilégier le revenu ne veut pas dire forcément privilégier l'activité. Parce que si vous décidez de mettre en place de l'arboriculture, vous allez avoir un revenu annuel plus important lorsque vous allez collecter les olives, les cerises ou les pommes ou que sais-je Oui. d'autre. Mais ça se fait sur une période très courte et vous n'avez pas besoin d'être présent à l'année. Donc, par conséquent, on va avoir peu d'activités au quotidien et à partir de ce moment-là, on voit un déclin démographique avec des gens qui vont aller en ville et vont garder en fait une activité agricole on va dire, complémentaire dans le village. Très bien. Et le problème qui va se soulever, c'est que les rares communes rurales qui sont relativement loin des villes, qui maintiennent en fait une croissance démographique, sont des communes rurales qui arrivent à construire un modèle liant généralement une agriculture à valeur ajoutée sur des produits spécifiques de haute montagne, apiculture, arboriculture, Oui. et tourisme, comme vous pouvez l'avoir dans le Haut-Atlas central, par exemple, autour des communes de Taban, de Zaouiat Tansal ou d'Anergui. Et c'est la même chose que vous allez avoir aussi dans le Haouz, donc dans ces communes qui sont des communes qui arrivent à lier tourisme et agriculture de produits de qualité. Mais en fait, elles sont extrêmement minoritaires et on s'aperçoit qu'il y a un déclin démographique et dans certaines zones, même de se poser la question, eh bien, est-ce qu'il va pouvoir être possible ensuite de réactiver ces territoires ? Exactement. Revitaliser un peu le territoire. Alors, on a parlé d'expansion des métropoles et de déclin démographique de certains territoires. Maintenant, pour les quartiers, vous avez parlé aussi des quartiers historiques au sein même des métropoles telles que Casablanca, Marrakech et tout ça. Comment expliquer que ces mêmes quartiers perdent aujourd'hui leur population ? Alors, il y a eu des politiques extrêmement actives de lutte contre l'habitat insalubre qui ont été menées depuis maintenant une vingtaine d'années. Ces politiques de lutte contre l'habitat insalubre ont fait que vous avez beaucoup de quartiers historiques, que ce soit par exemple Marrakech-Médina, Fès-Médina, mais aussi à Casablanca, Sidi Bel Août et Anfa, où vous allez avoir une restructuration et en fait le départ des ménages qui sont les plus précaires vers des nouveaux logements qui ont été construits, eux, en périphérie. Il faut bien comprendre que Anfa a perdu 30% de sa population en 10 ans. Sidi Bel Août a perdu 51 000 habitants. Et à partir de là, c'est un choix qui a été fait de lutter contre l'habitat insalubre, mais il n'y a pas eu de création de logements sociaux dans ces arrondissements. En fait, ils ont été créés en périphérie, à proximité des nouvelles zones industrielles. Alors, ça a été accompagné d'une stratégie qui était aussi de dire que ces quartiers historiques étaient des quartiers où il y allait y avoir un investissement, notamment dans le cadre de la valorisation touristique. Mais quand vous allez par essence, favoriser le développement du tourisme, vous créez des structures d'hébergement pour des gens qui ne sont pas des résidents, qui sont là ponctuellement, donc qui ne vont pas. La deuxième chose, c'est que il y a aussi une forte spéculation immobilière avec un problème d'avoir tout un ensemble de détenteurs de capitaux au Maroc qui ont une forte aversion au risque. Par conséquent, ils vont privilégier l'achat de logements dans ces quartiers qui ont toujours tout de même un cachet important, qui sont très appréciés par une classe moyenne et supérieure, sauf qu'ils ne les louent pas. Et vous allez vous retrouver avec un stock de logements vides particulièrement important. Et donc, à partir de là, eh bien, on n'a pas eu de fait d'avoir de nouveaux habitants. Et bien au contraire, on voit que même actuellement, il est très difficile pour un certain nombre de personnes qui souhaiteraient s'installer dans ces quartiers de trouver un logement. Même la classe moyenne peut très difficilement trouver un logement à Anfa ou à Sidi Bel Août ou si vous prenez dans le Araba. Exactement. À Salé aussi, hein, vous avez dit tout à l'heure à Salé. Alors, le changement climatique. On arrive à la question du changement climatique qui joue déjà un rôle concret dans les mouvements de la population à l'échelle nationale. Est-ce que nous sommes devant un exode climatique aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est extrêmement importante parce qu'on voit très clairement que du fait du réchauffement climatique,
des régions qui sont des régions où il y avait encore une activité agricole pluviale qui amenait à avoir le maintien d'une activité familiale et villageoise, eh bien en fait sont lourdement impactées, comme Souss D'accord. Massa, Marrakech Mhm. Safi. Et donc les populations vont quitter. Alors le problème quand on va parler d'exode, c'est une échelle de temps. On voit bien que historiquement, lorsqu'il y avait année de sécheresse, eh bien, les plus jeunes allaient chercher des emplois en ville, Oui, mais dès qu'il y allait avoir un climat favorable de pluie, ils allaient revenir dans le village et mener une activité agricole, surtout s'ils n'avaient pas réussi à accéder à de bons emplois en ville. exact. Là, on est sur un effet qui s'est installé dans la durée Mhm. et on voit bien que même cette année, les pluies sont très déficitaires. Et à partir de là, on peut se demander à partir de quel moment il va y avoir basculement. Puis la deuxième chose, c'est que il y a toujours eu cet exode rural, mais il y avait en fait des personnes qui, à l'âge de la retraite, D'accord. allaient revenir au village Exact. Mhm. pour pouvoir y mener des activités agricoles collectives, Mhm. notamment dans le cadre des Jamaïques, et qui étaient très importantes Mhm. dans la vie locale. Or, dans un contexte où il y a une telle déprise démographique, il est très difficile pour quelqu'un qui atteint l'âge de la retraite de pouvoir revenir dans un village où il va se retrouver seul. Bah, oui. Où, en plus, il n'y aura plus cette relation intergénérationnelle qu'on observe très fréquemment de personnes qui sont soit à l'étranger, soit dans les Mhm. grandes métropoles marocaines et qui soutiennent un ou plusieurs jeunes Oui. agriculteurs qui restent au village et qui va justement produire des produits de qualité pour la Créer de famille l'emploi. et créer de l'emploi. Oui. Et là, on voit que l'effet de la sécheresse eh bien, pénalise ce type de solidarité. Et donc, est-ce qu'on est à court terme? C'est clair que nous avons à ce moment-là une situation d'exode liée au réchauffement climatique parce que tout simplement, il n'y a pas d'emploi et que Mhm. quand on fait les enquêtes sur place, les gens disent il n'y a rien à faire. Oui. On est dans une situation de chômage. Le réchauffement, ils disent, nous met au chômage. Et puis, de savoir est-ce que si ça dure sur plusieurs années, est-ce que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la très longue durée? Il est clair que quand on voit des communes qui perdent 30% à 40% de leur population en 10 ans, là, on peut vraiment se dire qu'il y a un processus d'abandon et de désertification. Mais est-ce que ce phénomène d'exode, justement, est quantifiable aujourd'hui? Alors, c'est toujours compliqué parce que c'est sur quelle échelle de temps? Voilà. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, le Haut Commissariat au Plan, par son travail de recensement, Mhm. nous propose une photographie Oui. de septembre 2024. Et on avait la précédente photographie qui était en 2014. 2014. Donc là, on peut faire des hypothèses. Ensuite, il faut faire effectivement un travail de suivi Mhm. et de voir l'irrémédiabilité et puis des choix des politiques publiques. Parce que effectivement, est-ce qu'on met en place ou pas des politiques publiques qui vont faire face à ce nouveau contexte climatique? C'est-à-dire le risque que cela risque encore de s'accentuer si la sécheresse dure et perdure au Maroc, c'est ça? Alors effectivement, parce que en fait, il faut bien imaginer que les communautés marocaines ont toujours fait face à la sécheresse et à l'aléa D'accord. climatique. Et vous avez une ingénierie historique pour pouvoir faire de multiples micro-aménagements hydrauliques Mhm. qui vont permettre de faire face aux aléas. Et Oui. donc, pour vous donner une image très simple, vous voyez bien que dans toutes les zones de montagne, il y a ces quantités de terrasses Mhm. qui ont été inlassablement construites et Oui. entretenues depuis des siècles. Sauf que ce travail, qui se faisait en continu, a été en partie abandonné au XXe siècle. Et la vie d'une terrasse, eh Mhm. bien, c'est à peu près 200 à 300 ans. Oui. Donc là, on a une dégradation de ce patrimoine Mhm. qui permettait, en cas de pluie, de retenir le sol, de retenir l'humidité et de faire de l'agriculture. Si vous avez abandon de ces terrasses, comme ça s'est passé par exemple dans l'Anti-Atlas, et que vous avez des pluies exceptionnelles, comme il y a eu cet été dans la province de Tata, Mhm. eh bien, qu'est-ce que l'on a observé? Il n'y avait pas du tout de ces micro-aménagements hydrauliques pour retenir l'eau. Résultat, l'eau a coulé, accéléré le phénomène d'érosion et créé des dégâts très importants dans les vallées qui étaient en dessous. D'accord. Et donc, c'est là où on peut Mhm. perdre de ce qui va être de la résilience territoriale. Exact. Je vous en prie. Alors, vous avez souligné justement l'effet de littoralisation de la population.
Que signifie cela pour les politiques d'aménagement du territoire? Alors, quand on voit le phénomène de littoralisation de la population, il faut déjà souligner que c'est un phénomène qui est surtout concentré entre Tétouan Mhm. et, on va dire, Safi. D'accord. À partir de là, quand on regarde dans le détail, qu'est-ce que ça signifie littoralisation? Parce Mhm. que vous avez dans de nombreux territoires, on va, pour ce qui est vraiment la bordure côtière, Mhm. privilégier des aménagements au profit du tourisme Très bien. ou d'hébergements haut de gamme. D'accord. Ce qui veut dire que si vous regardez vraiment les constructions les plus proches de l'océan Atlantique, ce sont des constructions destinées soit au tourisme, soit à une classe de population Mhm. aisée. En revanche, si vous allez quelques kilomètres à l'intérieur des terres, sur le long de l'axe autoroutier, là vous voyez une très forte concentration des activités industrielles et des lotissements, avec une très forte connexion avec les infrastructures portuaires, Mhm. qui vont permettre l'intégration économique accélérée du Maroc dans l'économie mondiale, que ce soit par le port de Tangemed, de Casablanca, ou même le port de Jorf Lasfar autour des structures phosphatiques. Mais si vous allez sur le sud du Maroc, donc au sud des Saouira, vous allez observer que cette littoralisation elle est très ponctuelle. Elle est surtout concentrée autour de quelques villes. Essaouira, Agadir, dans une moindre mesure Sidi Ifni, puis Oui. ensuite ça va être l'Ayoun avec Mhm. son port Al-Marsa, puis ensuite Dakhla. Et en fait, en revanche, eh bien, vous avez des communes rurales qui, elles, ne bénéficient pas de ces effets. Et si on est sur la question de la côte méditerranéenne, Mhm. eh bien, il y a un déclin démographique, que ce soit depuis sur toutes les côtes du Rif jusqu'à la frontière algérienne. Mhm. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de synergie. Hein, Al Hoceima perd de la population, Nador, qui est à saturation, perd de la population. Et donc, il faut interroger qu'est-ce qui a été le moteur de cette concentration de la littoralisation. Oui. Et on voit bien que c'est l'ouverture économique internationale. C'est la création de cette nouvelle économie industrielle qui va bénéficier des très bonnes connexions avec le reste du monde grâce aux infrastructures portuaires. Très bien. L'un des axes aussi traités dans votre étude est celui de l'immigration subsaharienne, qui est encore marginale en chiffres, mais qui semble pourtant changer certaines dynamiques locales. Est-ce un levier d'équilibre territorial qui pourrait contribuer à redynamiser certaines régions? Alors, c'est un phénomène extrêmement nouveau Mhm. et en fait, il faut comprendre que pour l'instant, le Maroc est surtout un pays d'émigration. D'accord. C'est-à-dire que vous avez plus de Marocains et de Marocaines qui quittent le Oui. territoire que d'étrangers qui Mhm. s'installent. Ensuite, comme toujours, il faut pas penser que ce soit définitif, hein, parce que vous avez des circulations Mhm. de cette population marocaine qui est complexe, Oui. avec des personnes qui ne faut jamais associer à définitivement. Mhm. On voit Voilà. bien qu'il y a des circulations et de plus en plus sophistiquées du fait d'avoir une catégorie de la population marocaine qui est très intégrée au mouvement de la main-d'œuvre internationale, notamment les plus qualifiés. Ce qui est très nouveau, en revanche, c'est que le Maroc était surtout un pays considéré comme de transit Oui. pour une population venant d'Afrique de l'Ouest qui Mhm. était dans un mouvement migratoire souvent non régulier, c'est-à-dire qui ne se faisait pas Oui. avec visa et voilà. Et là, on observe une situation extrêmement nouvelle qu'on a en premier lieu autour de Souss-Massa. Mhm. Alors vous avez bien sûr, hein, il faut penser la première communauté étrangère au Maroc, elle est installée dans le quartier El Hassani à Casablanca. Hein. Vous Oui. avez plus de 20 000 étrangers avec un cosmopolitisme Mhm. extrêmement important. Mais là, qu'est-ce que l'on observe? C'est que la septième commune, en termes de nombre d'étrangers résidents, c'est Aït Amira. Ah ouais. Aït Amira, qui est une commune rurale au sud d'Agadir, a plus de résidents étrangers en 2024 que Agadir. Ah ouais. Carrément. Et donc, à Aït Amira, vous avez 4 578 étrangers qui ont été recensés. Mhm. Ce qui signifie que quand on prend le recensement, premièrement, ces personnes n'ont pas eu peur de se faire recenser. Mhm. Deuxièmement, elles se sont déclarées comme habitant là sur place depuis plus de 6 mois. Ça D'accord. veut dire qu'elles se sentaient installées. Mhm. Et en fait, eh bien, si vous prenez la zone de Stuka,
qui est ces nouveaux périmètres irrigués de fruits rouges grâce au dessalement, qui ont besoin d'énormément de main-d'œuvre, eh bien, il va y avoir une main-d'œuvre qui va venir donc d'Afrique de l'Ouest, qui s'installe dans la durée pour plus de 6 mois, qui va travailler dans ces nouvelles... alors, c'est vraiment un complexe agro-industriel, hein, c'est-à-dire il faut bien penser que ce sont des serres extrêmement contrôlées et surveillées parce que c'est un produit extrêmement fragile, le fruit rouge à la tomate cerise, avec un cahier des charges extrêmement strict pour les sports, et puis vous avez tout un ensemble de structures d'emballage. Et là, on voit un changement extrêmement important parce qu'en même temps, vous avez un taux d'activité qui s'est effondré dans la zone. Et vous allez avoir en même temps un taux de chômage élevé. Donc ça veut dire que ces emplois, ils ne sont pas couverts par les populations marocaines qui sont sur place, parce que tout simplement l'activité agricole qui s'est développée dans le périmètre du Sous, c'est une activité qu'on doit penser comme agri-urbaine. C'est-à-dire que vous avez des centaines de transports qui vont prendre des gens qui habitent en ville, qui habitent à Tiznit, qui habitent à Biougra, qui habitent dans la périphérie d'Agadir pour venir travailler dans cette site agro-industriel, qui sont des gens qui sont salariés désormais. On n'est plus du tout sur le SMAG, salaire minimum agricole, mais là on est des gens qui touchent le salaire minimum avec CNSS dessus, et en fait qui sont sur une agriculture de précision. Et ça change complètement le contexte déjà économique, mais surtout cela veut dire que aussi par rapport à la pénibilité de ce travail, il y a une demande de main-d'œuvre. On voyait d'abord cette demande de main-d'œuvre qui pointait à Dakhla, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les mêmes opérateurs économiques qui travaillent dans le Souss que ceux qui travaillent à Dakhla, qui travaillent en Mauritanie. Et là, on voit un changement de modèle. Et ce changement de modèle, il interroge en fait sur déjà ce que vont considérer les Marocains et les Marocaines comme un emploi décent, qu'est-ce qu'ils attendent d'un emploi décent, sur la demande de main-d'œuvre, et véritablement aussi sur une transformation sociale, parce que les autorités donc sur place, elles n'avaient pas pour habitude de voir des communautés aussi importantes avec des règles différentes. Et elles étaient dans une gestion qui était une gestion, on va dire, du transit, de la circulation. Voilà. Et là, d'avoir ces nouvelles communautés qui s'installent, qui sont sur Donc ça crée de nouveaux défis, en fait. Et là, ça crée de nouveaux défis d'intégration. Et ça pourrait équilibrer alors, la question, est-ce que le Maroc va s'orienter vers une stagnation démographique et un pic démographique extrêmement rapidement? Justement, on a parlé du passé, là on parle de l'avenir. Sur les 10 prochaines années, qu'est-ce que vous prévoyez justement en matière d'évolution démographique? Et est-ce qu'il y a des risques de nouvelles inégalités entre régions ou l'apparition de nouvelles zones en déclin démographique? Alors, ce qui est dans l'état actuel, premièrement, là, on va voir une stagnation de la population marocaine plus rapidement que prévu. Certains démographes travaillent sur des modèles en se disant que peut-être le Maroc ne dépassera jamais les 40 millions d'habitants hors d'une nouvelle dynamique migratoire. Donc, ce qui est quand même une révolution de se dire que, voilà, même là, on était surpris par rapport au ralentissement démographique. Donc, un pays avec un ralentissement démographique, mais comme on voit les choix des politiques publiques qui ont été menés, avec un phénomène de concentration des investissements dans certaines régions, donc une accélération des déséquilibres territoriaux. Il ne faut pas penser à l'échelle régionale. En fait, il faut penser à l'échelle communale, parce que vous allez avoir des différences entre communes limitrophes qui sont extrêmement fortes du fait des choix des politiques publiques. Si vous prenez par exemple, dans le cadre de l'agriculture, et notamment des nouveaux périmètres irrigués qui sont développés avec le dessalement, eh bien, une commune qui bénéficie de cette eau dessalée, qui intègre donc l'activité d'exportation de fruits rouges, on va dire par exemple comme Belfa, va être en croissance démographique et économique, mais sa commune limitrophe qui n'est pas intégrée à cela, qui va être donc Ait Milk, eh bien Ait Milk est en régression démographique, à quelques kilomètres. C'est la même chose lorsque vous prenez la proximité de Casablanca, eh bien vous voyez que l'effet agglomération de Casablanca, il s'arrête à 15-20 kilomètres, et que en fait les communes rurales de Ben Slimane, qui est une province quand même extrêmement proche, n'ont pas du tout la même donc dynamique économique. Donc là, on voit bien qu'il y a un risque d'avoir une accentuation de ces divergences territoriales. Et même sur des villes moyennes, on prend aujourd'hui, dans le cadre des villes historiques minières,
eh bien, seule la ville de Ben Guerir est en croissance démographique. Mais non pas par Khouribga, le Rouébga est en déclin démographique. Safi, Vous prenez Youssoufia, Youssoufia. Gerada, sont en déclin démographique. Et quand on prend Ben Guerir, ce n'est pas par l'activité des phosphates, parce que les gains de productivité dans les phosphates sont extrêmement importants, et la mécanisation, l'automatisation, mais c'est par la dynamique qui est portée par l'université. Oui. Et donc, à partir de là, on voit bien qu'il y a vraiment un défi politique extrêmement fort pour mener des politiques avec des choix. Justement, parlons de politique. Face à ces mutations, quelles priorités, selon vous, devraient guider justement ces politiques dont vous parlez d'aménagement pour les 10 prochaines années? Alors, il y a en fait deux défis. Le premier défi, c'est que le Maroc a pris une trajectoire d'intégration à l'économie donc mondiale, et donc qui a fait un fort investissement dans des infrastructures avec une attractivité industrielle ou autre. Là, un des défis de priorité, c'est la formation professionnelle. Qui est un défi extrêmement important, parce que vous avez en fait une tension sur le marché du travail sur les métiers très qualifiés. Et donc la formation professionnelle précoce notamment, parce qu'en fait on s'aperçoit que énormément de jeunes Marocains sont en situation d'échec scolaire au niveau du qualifiant, donc du secondaire qualifiant, et à partir de là n'ont pas d'opportunités qui leur sont offertes. Et là il faut vraiment développer une filière précoce de formation professionnelle comme vous pouvez l'avoir dans des pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, qui permettent d'intégrer ces jeunes dans la dynamique économique industrielle dessus. Et la deuxième... Il y en a, c'est le cas de l'OFPTT. Alors l'OFPPT a développé une formation professionnelle, Exact. mais qui a privilégié souvent le baccalauréat et le D'accord. niveau technicien. Ah, là, on parle des niveaux. Et là, on parle effectivement du problème du décrochage scolaire, c'est-à-dire des jeunes qui vont à 15, 16 ans D'accord. être en situation d'échec scolaire. Et là, il y a un enjeu extrêmement important, parce que c'est là où on observe les grandes divergences de trajectoire. Et ça, c'est un chantier extrêmement important à mettre en place, qui suppose une réflexion de fond, parce que c'est un volume extrêmement fort. L'OFPPT, en fait, ça est focalisé pendant longtemps sur le niveau technicien, Exact. avec un succès donc qui permet d'intégrer les nouvelles filières industrielles. Mais il faut penser en fait à cette catégorie de décrocheurs. Le deuxième défi, il est écologique. En fait, comment faire face au réchauffement climatique par rapport à un point. Et là, en fait, il faut penser des nouvelles politiques d'alliance avec des végétaux spécifiques. Alors, quand on dit alliance, c'est-à-dire il faut bien penser que le Maroc est fondé sur des politiques d'alliance avec des végétaux. Vous avez eu toute une civilisation marocaine des oasis qui vient de l'alliance entre des humains et des palmiers dattiers qui vont créer microclimat. Et vous avez aussi toute une tradition d'agroforesterie autour de l'arganier. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu des initiatives qui ont été portées en ce sens, parce qu'il va falloir arriver à refonder des microclimats qui permettent de maintenir des formes de vie. Et ça, c'est compliqué parce que, en fait, on a souvent des modèles extérieurs qui sont imposés, où on va mesurer des critères de performance et de rentabilité. Donc, on a de grands projets de nouvelles palmeraies tournées vers l'export du côté de Boumnib, qui vont commencer à produire. Mais en fait, ce sont des projets qui, là encore, vont amener à avoir une main-d'œuvre ponctuelle, à l'intégration d'une filière, avec certes des bénéfices intéressants, mais qui ne vont pas permettre d'installer durablement des populations, parce que en fait, ces grands projets ne fondent pas un microclimat. En fait, ils vont tourner vers des ressources monétaires. Et ça, c'est assez ambitieux à mener, parce que ça signifie qu'il faut regarder autrement les territoires qui sont les plus lourdement impactés par le réchauffement climatique. Monsieur Guéry, merci beaucoup pour cet éclairage précieux sur les transformations silencieuses mais majeures que traverse le Maroc. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette émission, et à très bientôt.